Biden au premier jour, donc on en parle avec John Plassard qui est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie à Genève. Bonjour et bienvenue John. Merci Bonjour beaucoup Grégoire, d'être avec nous. Bon, les marchés ont déjà pleinement intégré l'idée que Joe Biden était le président des États-Unis aujourd'hui. Quelles sont néanmoins les attentes de cette journée hautement politique, John ? Il y a plusieurs choses. D'ailleurs, la première que je dirais, c'est que le président Biden veut tourner immédiatement la page Trump. Ça, c'est très important à noter. Pourquoi ? Parce que on a vu que la fin du mandat de Donald Trump s'est finie dans le chaos total avec cet épisode du Capitole qui a plus ou moins ridiculisé les États-Unis à l'étranger, ce qui est assez dommageable évidemment pour la politique, la géopolitique ces prochaines années. Alors, ce qui est très important de noter, Grégoire, c'est que en fait, Joe Biden a déjà fait des annonces très importantes. Déjà, ce matin, à nouveau, il a confirmé qu'il rentrait dans les accords de Paris au niveau du climat. Et hier, il a dit qu'il allait annuler le projet controversé de l'oléoduc Keystone XL qui passe du Canada aux États-Unis. Ça, c'est très important à noter parce qu'il y a des décisions immédiates qui sont faites. Et je vous rappelle, Grégoire, que la semaine passée, il y a un plan de 1 900 milliards de dollars qui a été annoncé au niveau de l'économie. Alors, il faudra qu'il passe au Sénat. On estime qu'il devrait passer non pas en l'état à un chiffre un peu moins élevé, mais entre mi-février et mi-mars, qui est très important pour l'économie. Et puis, il y a deux autres aussi chantiers sur lesquels il va s'atteler immédiatement, c'est évidemment le coronavirus, en imposant dès demain le port du masque obligatoire pendant 100 jours dans les locaux et espaces dépendants de l'État fédéral, et surtout cette volonté de vacciner 100 millions d'Américains pendant les 100 premiers jours. Je vous rappelle que on parle beaucoup de la France, mais les États-Unis, la vaccination a pris énormément de retard et c'est là-dessus, sur ce plan, qu'il veut se battre. Et le dernier point, c'est les injustices raciales. On se souvient de tout ce qui s'est passé cette année, des émeutes qui ont eu lieu, et selon les rumeurs du Los Angeles Times, Joe Biden voudrait permettre immédiatement à quelques 11 millions d'immigrants illégaux d'accéder à la citoyenneté américaine. Donc ça marque une rupture radicale avec ce que Donald Trump avait fait dès le début de son mandat. Bon, c'est la manière dont Janet Yellen le présentait hier lors de son audition au Sénat. Le mandat de Biden, ça va être le mandat pour permettre de redresser Main Street versus Wall Street. C'est un peu l'idée quand même, pour les investisseurs, en tout cas j'entends, John. Oui, tout à fait. Et en fait, on est moins, je dirais, même si c'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, on est moins dans l'opulence voulue par Donald Trump. Et je vous rappelle quand même, vous savez, on parle beaucoup de Janet Yellen et du fait qu'elle était la présidente de la Fed, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que lors de son mandat, elle a quand même remonté les taux de 0,25, taux auquel on est aujourd'hui, à plus de 2% en l'espace de 4 ans, sans brusquer les marchés. Alors, normalement, on sait très bien que l'alimentation des banques centrales et le fait que les taux soient faibles, c'est ce qui alimente les marchés. Mais on a vu que pendant son mandat, elle avait quand même réussi cet exploit. Donc on voit qu'elle est plutôt moins dans l'opulence, je dirais un peu plus dans le social, dans son discours hier soir, et dans cette volonté de normaliser, quand on pourra normaliser, ce n'est pas demain, mais quand on pourra normaliser la politique économique et indirectement monétaire, elle est sur ce front. Je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir cette personne au gouvernement. Si on regarde les choses sur le plan du marché, John, alors l'actualité de marché, au-delà de la politique, ça reste quand même les résultats d'entreprises. On est au tout début de la saison de publication de résultats pour les entreprises américaines. Est-ce qu'il y a déjà quelques premiers enseignements à retirer ? Et puis, comment est-ce que vous positionnez les enjeux de cette saison de résultats, alors qui porte sur le 4e trimestre, évidemment, qui était encore un trimestre compliqué, mais le marché regarde devant, on le sait. Oui, elle regarde devant, et puis le 4e trimestre c'est très important parce qu'il pose plusieurs questions. On est en train de se poser la question de se dire, est-ce qu'on est dans une phase
entre parenthèses, je dirais, parce qu'il faut quand même rappeler que le 4e trimestre, c'est la phase où on sait qu'il va y avoir un vaccin qui va bientôt arriver, la phase de plus ou moins de normalisation économique. On est moins dans les baisses violentes du 2e, voire du 3e trimestre. Et on se dit, est-ce qu'on va avoir un impact sur cette 2e, 3e vague aux États-Unis qui pourrait plomber le 1er trimestre de cette année, ou est-ce que c'est le début d'un espèce de renouveau? Alors évidemment, ce qu'on regarde, c'est toujours la même chose. D'un côté, on regarde les banques américaines, parce qu'on avait pas mal de questions, on avait pas mal d'interrogations, notamment sur les provisions pour faillite, l'évolution des taux, et puis évidemment la pandémie. Et on a vu que sur la publication de quelques banques qui ont eu lieu depuis vendredi, et notamment Goldman Sachs hier, toutes ces banques ont publié des résultats qui, globalement, au-delà de Wells Fargo, étaient au-dessus des attentes, mais ont déçu en bourse, puisque Goldman Sachs, qui a proposé des chiffres records hier, a baissé en bourse. Mais, vous savez ce que j'ai fait, Grégoire? J'ai fait juste l'exercice. Il me semblait bien que ces valeurs avaient monté depuis pas très longtemps, mais vous savez, si on prend depuis mars dernier, Goldman Sachs a progressé de 120%. Donc elle a plus que doublé. Citi 80% et JP Morgan 75%. Donc on est quand même dans une situation où, c'est ce fameux adage qui dit sell on good news, on est un peu là-dedans. Il faut y voir des prises de profit avant tout, vous dites, John. Les réactions de marché un peu négatives sur les résultats des banques américaines, c'est plutôt des prises de profit. Oui, tout à fait. Je suis pas du tout inquiet là-dessus. Lorsque je regarde les récentes performances, je pense que la thématique cyclique, notamment cette rotation sectorielle qu'on a depuis le début du mois passé, et encore plus depuis que les démocrates ont gagné la Géorgie, je pense que ici, on est dans une situation où on va continuer, mais il faut une prise de profit. Alors ça, c'était la première chose que je regardais. Et la deuxième chose, c'est évidemment les fameuses FANG, vous savez, ces valeurs de croissance qui, elles, avaient aider le marché à progresser depuis mars. Et donc, je regarde ça de très près. Et quand je regarde ça de très près, quand je regarde les chiffres de Netflix hier soir, qui sont absolument extraordinaires, et la valeur est attendue à plus de 12% en pré-marché en hausse, je me dis qu'on est quand même aussi sur des bonnes bases et qu'il ne faut surtout pas enterrer ces valeurs technologiques de sitôt, parce que même au 3e trimestre de l'année passée, ces valeurs avaient largement dépassé les attentes du consensus et des analyses. Donc, de dire qu'il y a, et je répète ce que je dis depuis le début décembre, c'est que c'est pas une rotation sectorielle totale, c'est un équilibrage. C'est-à-dire c'est un rattrapage. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre toutes les sociétés technologiques, c'est faux, mais il faut peut-être s'alléger un peu pour prendre plus de valeurs cycliques. Et ça se confirme ici qu'il ne faut surtout pas enterrer ces valeurs. Et je vous rappelle une anecdote sur Netflix, c'est que la société, il y a plusieurs années de cela, considérait qu'à partir de 200 millions d'abonnés, donc c'est le cas, elle avait un pricing power extraordinaire, parce que vous imaginez que si sur 200 millions, vous montez le prix de souscription de seulement $1, c'est des revenus immédiats de 200 millions de dollars avec des gens qui enlèvent leur souscription d'une manière très rare. Je crois que c'est 4% des gens, si vous augmentez d'$1, qui partent et qui décident d'aller chez quelqu'un d'autre. Donc on voit ici que c'est très intelligent, et cette fameuse barre des 200 millions est très importante. Oui, ils estiment même maintenant qu'ils sont en capacité de s'autofinancer, comme beaucoup de boîtes de croissance non rentables. Netflix a fait appel à la dette et au marché de capitaux de manière très importante ces dernières années pour financer son développement à l'international notamment. Visiblement, cette période-là se referme. On va vers une entreprise qui se normalise de plus en plus d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est dans cette thématique où on a eu beaucoup d'interrogations. Et si je fais un énorme parallèle aussi sur Uber, en disant mais toutes ces sociétés qui arrivent en étant tellement endettées, est-ce qu'un jour elles vont réussir à passer ce cap? Et vous le dites exactement. Netflix on est là en train de le faire. C'est un exemple extraordinaire, Netflix, là-dessus, et on voit que tout le monde continue à en parler, et le confinement malheureusement fait que les gens souscrivent encore plus, et qu'on entend parler beaucoup de cette chaîne américaine.
Oui, ça continue pour Netflix, grand gagnant évidemment de la pandémie et qui a surpris à la hausse avec ses résultats publiés hier soir. Le titre ouvrira en hausse de plus de 10% tout à l'heure à l'ouverture des marchés américains. Merci beaucoup John, très bonne journée, bonne fin de semaine à vous. John Plassard qui était avec nous par téléphone, spécialiste en investissement chez Mirabeau et compagnie.